Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mercredi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Vous pouvez réagir, évidemment, auditeurs, à l'international avec ce numéro de téléphone 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, on va essayer de prendre ça. Mais si vous êtes aussi sur Facebook ou bien sur Twitter, eh bien, ça se passe là aussi. L'actualité dans cette émission, la loi des finances, exercice 2016, adoptée donc dans 72 heures à l'Assemblée nationale. Les travaux de son examen débutés donc sur le tard, faute de documents de budget déposés sur la table des députés, sont marqués par des discussions parfois affleurées et mouchettées entre nos parlementaires. Que peut-on retenir des caractéristiques de ce budget, entre autres des questions posées ce matin chez les GG. Dr Ousmane Kaba, il est député président de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. On parle littérature ce matin, en dépit donc du fait que le secteur de la culture pris dans sa globalité a été longtemps ravalé au second plan par les gouvernements successifs. Des hommes et des femmes de culture de notre pays dans divers domaines font du mieux qu'ils peuvent pour produire donc des ouvrages qui forcent l'admiration. C'est le cas de certains écrivains littéraires. Comment réussissent-ils à tenir le coup? Quel regard peut-on porter sur la production littéraire en Guinée et sur le secteur de la culture? Mohamed Salif Keïta, écrivain, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. Il est notre invité ce matin. Et puis, on va revenir sur cette actualité crise autour d'un projet de mosquée à Touba. On y revient en dépit d'un semblant de calme plat. La tension, en tout cas, cause toujours sous la cendre. Quel est le climat qui prévaut donc sur place? Qu'en est-il de cette crise? Entre autres, nous allons avoir des invités ce matin dans cette émission. Elhadj Ali Diaby et Elhadj Alassane Diaby, tous ressortissants de Touba, chargés de communication de l'association Benkato, voilà, le calife de Touba. On va les avoir ce matin. Bienvenue Mohamed Mara, bonjour. Lamine. Bonjour à vous, mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Djibril. Bonjour Lamine. Abakadelo, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Pourtant c'est écrit en Djaranké. Benkanto. Benkanto, oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça prouve que vous ne maîtrisez pas votre patois. Voilà, mais là, pas du tout. Tu peux tout dire de moi sauf ça. Mais non. Mais c'est clair, c'est clair. Allez. On a la preuve là. Hein. Pas du tout, Bakar. Mais qu'est-ce que tu racontes? Benkato. Ça veut dire quoi, Benkato? C'est l'union. C'est Benkanto. Benkanto. Voilà. Ouais, c'est l'union. Voilà. L'union. C'est la forêt qui nous reste ce matin. Allez, on parle de l'accord du 20 août. Le comité de suivi se réunit ce mercredi à Bakadalo. Oui, et le comité de suivi, après plus de 2 mois, on va dire comme ça, le comité de suivi de cet accord global interguinéen du 20 août va se réunir ce matin à la maison commune, donc au PNUD à Koléa, pour se livrer à un exercice d'évaluation de l'application de cet accord du 20 août. Ouais. Vous savez, c'est cet accord-là qui a permis à la Guinée d'aller à l'élection présidentielle d'octobre, du 11 octobre 2015. Mais il faut quand même se le dire, il faut le dire tout net, cet accord n'est pas entièrement appliqué. L'un des points de blocage, l'un des points qui est en souffrance, c'est celui relatif à l'organisation des élections locales. Et le pendant de ce point, c'est la mise en place des délégations spéciales. Vous l'avez remarqué, sur l'ensemble du territoire, 128 communes urbaines et rurales ont été identifiées et qui ont une population de plus de 90 000 habitants. Dans lesquels on devait mettre en place des délégations spéciales. Mais il y en a encore, notamment à Tondon, à Sigiri et ailleurs, dans certaines grandes CRD de la Guinée forestière, où on a du mal à installer les délégations spéciales. Donc ce matin, représentants de l'opposition, de la mouvance, de la communauté internationale et de la société civile vont se retrouver pour faire le point de l'application du respect des points de cet accord. Ouais. Et je pense qu'ils feront le constat qu'il y a un certain nombre de points qui sont en souffrance et certainement des mesures vont être envisagées
pour rectifier le tir, pour faire en sorte que tous ces points donc, qui restent en suspens soient appliqués pour permettre à la Guinée donc, d'aller à ces élections communales dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. En clair, si on en parle ce matin, c'est qu'il y a quelques zigzags. Mais absolument. Ouais. Vous avez écouté Ella Selou Dalen Diallo dans notre émission, et c'était le lundi, et le président de l'UFDG qui a indiqué clairement que l'un des points de mire de la bataille de l'opposition qui va se réorganiser, c'est justement exiger du gouvernement et des partenaires comme la CENI l'organisation à date, comme cela figure dans l'accord du 20 août, de ces élections locales. Voilà. Une nomination hier, la presse salue ce matin, mon cher Djibril. Celle Oui. Maître Moro de l'État, mais il faut. C'est une nomination qui, je pourrais même tenter de le dire, ne surprend guère les partisans du RPG Arc-en-Ciel. On sait que cet avocat a tenu son rang, a défendu bec et ongle les intérêts du RPG Arc-en-Ciel. On du se RPG souvient du président. Pas du pôle d'avocats en tout cas. Oui, qui ont défendu. du président, notamment lors du fameux procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. C'est un avocat qui est proche des arcanes du pouvoir et qui aujourd'hui qu'on est en train de rajeunir un petit peu. Si on se réfère un petit peu à ces nominations ces derniers temps, parce que moins d'âge, c'est combien, 37-40 ans quoi. Oui, bon, écoute, je ne vais pas m'engouffrer dans cette brèche. Je suis pas en train de dire que le monsieur qui a été nommé, c'est un jeune. Parce que moi, il a été mon professeur de droit pénal quand même. Il n'a pas 50 ans non plus. Attention, cela fait plus de 10 ans là. Ouais, mais c'est important aujourd'hui, c'est la génération montante. C'est un jeune vieux alors. Ouais, c'est la génération montante dans le cercle des avocats. C'est quelqu'un qui a une faconde journalistique qui est incontestée dans le milieu des avocats. C'est quelqu'un également qui s'y connaît dans le domaine du droit, notamment en droit pénal. C'est un produit de maître Sidram, qui est un pénaliste connu sur l'échiquier juridique guinéen. Et je pense qu'aujourd'hui, sa nomination à ce poste, je pense est une récompense pour les nombreux efforts qu'il a consentis, à la fois pour le président, mais aussi pour le RPG Arc-en-Ciel. La question qui se pose, est-ce qu'il fera mieux que son prédécesseur, Maître Gouré Sissoko, qui est parti du côté de la Cour des comptes? C'est toute la question. En tout cas, sa nomination suscite énormément d'espoir. On espère qu'il va défendre au mieux qu'il peut, au mieux de ses possibilités, les intérêts de l'État. Allez-y, Mohamed. Bon, vous faites bien de rappeler quand même, disons, la tranche d'âge de Maître Mori, qui, c'est vrai, est relativement jeune. Mais je vous dis, très honnêtement, non, c'est vrai, je vous dis quelque chose, c'est pas dans mes habitudes, mais l'homme que personnellement j'ai côtoyé pendant toutes mes années d'université, dans les années 2002 à 2005, croyez-moi, cet homme-là, il est d'une rigueur extraordinaire. Ça, c'est connu de Maître Mori. De l'autre côté, je me souviens qu'il a très souvent défendu, et c'est à l'époque, des dossiers, d'accord, dans lesquels il n'était pas toujours gagnant, mais par conviction. Et à mon avis, c'est un peu le retour aujourd'hui pour lui. Parce que ceux-là, justement, qui étaient dans la dèche hier, sont ceux-là même aujourd'hui qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, quelque part, je me dis que il a été quand même fidèle un peu à sa lignée toutes ces années-là. Maintenant, moi, j'attends la rigueur que j'ai connue de l'homme, j'attends de voir ça au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, Lamine, personnellement, j'ai découvert des dossiers ici extraordinaires où vous voyez parfois l'État en procès avec notamment des citoyens parce que des actes ont été posés à l'emporte-pièce. Des citoyens prennent l'État devant les tribunaux et l'agence judiciaire de l'État parfois ne bouge même pas le droit. Conséquence, des procès ont lieu sans même que l'agence ne soit totalement au courant. L'État est condamné et est obligé de dédommager ces gens. Ça, il y a des dossiers comme ça à gogo de ce côté-là. À mon avis, l'avocat, comment dirais-je, diligent qu'on connaît de lui, moi j'aimerais bien le retrouver là cette fois-ci, s'attaquer à tous les grands dossiers. Sincèrement, j'attends vraiment que ça cesse parce que très souvent ça emporte une sorte de saignée au niveau des finances de l'État. Lorsque sans cesse l'État est en procès, mais c'est vrai que le plus grand conseil que j'aimerais donner au président pour que l'État ne soit pas toujours traîné en justice, c'est qu'il ait son propre cabinet juridique et non pas un seul conseil juridique. Ça va éviter parfois de prendre des actes
qui vont tout le temps amener des problèmes à l'État guinéen au tribunal. J'ai envie de rêver ce matin, franchement, mais extraordinaire ce qu'il dit là. Moi, le monsieur, je le connais pas du tout, hein, Mohamed Mar, mais si tu le dis, j'espère que. Non, moi, je l'ai vraiment connu. Khalil Kaba qui a remplacé Diané, parce que Khalil, il est exceptionnel ce garçon. Ouais. Voilà, allez-y. On a beau être rigoureux en République de Guinée. Lorsque vous êtes fait agent judiciaire de l'État, je pense qu'il faut commencer à se mettre sur les genoux et prier pour cette personne-là. Absolument. Oui, parce que c'est quand même une activité assez délicate à tenir en tant qu'agent judiciaire de l'État. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons fait des déballages ici sur l'OGC, l'Office guinéen des chargeurs, le procureur a décerné un mandat d'amener contre le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs. C'était l'agent judiciaire de l'État qui s'était interposé. Vous voyez donc que le problème, c'est de voir qu'en Guinée, l'agent judiciaire de l'État est capable de prendre parti contre l'État. Et ça, c'est terrible, c'est grave, c'est inédit, c'est même inopiné parfois. Et là, c'est en Guinée que l'on peut retrouver cela. Je le dis encore une fois, il a sa rigueur, certes. Il vient d'être nommé. L'œil des Guinéens se trouve désormais porté vers lui. Celui de la presse aussi. Mais il faudra l'encourager et faire en sorte que tous ces éléments qui viennent, si vous voulez, engluer ces efforts de défendre les intérêts de l'État puissent être submergés. On voudra qu'il les défende, vaille que vaille, au bénéfice de la nation, parce que c'est ce Les grandes gueules. Voilà. Vous voulez revenir sur l'accord du 20 août, Tamba? Je voudrais revenir sur l'accord du 20 août. Oui, le comité de suivi de ces accords-là se réunit aujourd'hui. Mais je veux rappeler que ce comité avait justement pour obligation de suivre le respect, l'application des éléments de cet accord-là. Parce que moi, je ne l'ai jamais entendu, ce comité de suivi. Je ne l'ai jamais entendu lorsque l'opposition se soulevait contre un certain nombre d'éléments que je veux rappeler ici. Lamine, c'est bon de rappeler un premier élément, celui des mineurs, l'enrôlement des mineurs. On n'a pas réussi à trouver un élément qui permette à la fois à la mouvance et à l'opposition d'aller à la correction de ces anomalies, en tout cas sur les mineurs. L'argument qui avait été donné, c'est qu'un mineur, il est difficile de lui coller un âge à partir du visage, mais il faudra quand même sérieusement que l'on sorte ces mineurs du fichier électoral. Ça a été un problème qui n'a pas pu être résolu. Les 2% qui avaient été exigés, ne serait-ce que pour la recomposition des délégations spéciales, où était ce comité technique de suivi des accords du 20 août? Rien n'a été fait. Et par rapport à cette recomposition-là, nous allons vers des élections communales. Comprenez qu'en allant dans cette perspective-là, il faudrait nécessairement procéder à cette recomposition. Parce que si ce n'est pas fait, on aura encore des résultats d'élections qui ne seront pas acceptés de l'opposition, et cela sera légitime. Ce que je veux dire, en gros, c'est de dire que nous avons traîné pendant 5 années sur la question du fichier électoral, sur la question de la CENI, parce que encore une fois, il en est question, sur la question du recensement, la fabrication, comme je le dis toujours, de ces listes électorales-là. 5 années de retard, 5 années de léthargie. Les prochaines 5 années devraient nous permettre de prendre un certain élan, de prendre de la vitesse par rapport au progrès qui est une obligation pour l'État guinéen. Il faudrait donc que ce comité technique de suivi des accords du 20 août fasse en sorte que l'on ne retourne pas à ce que nous avons toujours connu, à savoir cette léthargie, ce statisme qui ne nous permet pas d'avancer. Voilà, Tamba. Et Abakar, on s'intéresse à ce citoyen Zora, hein, c'est cela. Hein? Oh, Maître Zora, c'est vrai que nous l'avons eu ce matin au téléphone. C'est vrai, pour l'instant, on n'a pas pu vérifier l'information auprès des autorités de l'ambassade du Sénégal. Mais Maître Zora nous a contacté tôt ce matin, très amer, par le fait que, selon ses explications, l'ambassade du Sénégal aurait fait main basse sur les documents de son fils qui a étudié au Sénégal et qui est allé vers l'ambassade du Sénégal ici en Guinée pour faire légaliser ses diplômes. Alors, à son fort étonnement, parce qu'elle suivait un peu les démarches de son fils, et à son fort étonnement, au lieu de chercher à vérifier l'authenticité des diplômes donc que son enfant a obtenu dans une université sénégalaise, au lieu de chercher à vérifier cela, selon ses explications, l'ambassade ou le secrétaire général de l'ambassade du Sénégal se serait plutôt intéressé
à la nationalité de son fils. Alors elle tombe des nues et elle ne comprend pas pour quelle raison l'ambassade du Sénégal va se mêler à des questions de nationalité d'un citoyen guinéen. Donc, ce qui est plus grave, selon ce qu'elle nous a rapporté, au lieu de traiter ce dossier avec diligence, l'ambassade du Sénégal aurait fait, donc même base, aurait bloqué à la fois les diplômes de son enfant, mais aussi sa carte d'identité nationale. Donc cela fait 3 jours que l'enfant de Maître Zora traîne donc, et fait flèche de tout bois pour non seulement faire légaliser ses diplômes, il n'obtient pas cela, et puis ces documents sont bloqués à l'ambassade. Donc on va tenter d'appeler l'ambassadeur du Sénégal, qui est quand même la première autorité de cette représentation diplomatique, pour savoir un peu comment tout cela est arrivé. C'est vrai que ces efforts n'ont pas pu aller jusqu'à monsieur l'ambassadeur, et elle a plutôt eu affaire au cadre inférieur, au secrétaire général et à d'autres cadres de l'ambassade. Mais pour l'instant, quand même, les dossiers de l'enfant sont bloqués, et ça pose la question des limitations des compétences d'une ambassade, d'une représentation. Est-ce qu'une représentation diplomatique étrangère, donc dans un pays, a le droit de fouiner le nez dans des questions de nationalité des citoyens? Voilà, Mohamed. Bon, moi j'attends d'abord d'avoir la version de l'ambassade, parce que là c'est une question un peu sensible, c'est diplomatique, et chaque pays a sa législation. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est mis en cause. Pourquoi la question de la nationalité surgit subitement? Dans les conditions normales, je connais moi-même plein de jeunes de ma propre famille qui ont étudié du côté du Sénégal, du côté de Cheikh Anta Diop, qui ont leur diplôme et qui n'ont pas eu ce problème. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine? Est-ce que peut-être des doutes subsisteraient sur notamment sa pièce d'identité? Parce que vous savez, parfois quand les jeunes vont dans ces pays-là, parfois ils font tout pour acquérir des documents de ces pays de résidence. Donc exactement, qu'est-ce qui est reproché à ce jeune? De toutes les manières, si l'ambassade refusait, elle a l'obligation juridique de dire pourquoi elle refuse. Les grandes gueules. Donc pour le moment, moi j'attends d'avoir, disons, la version vraiment de l'ambassade avant de m'exprimer sur la question. Voilà, allez, Abakadelo, vous insistez encore là-dessus, en réunion des basse-côtiers, la rencontre secrète, eh ben, c'est bel et bien tenu. Djibril, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y. On continue de parler de cette fameuse réunion. Saga, hein? Pour moi, c'est un non-événement. Non, c'est pas un non-événement. Attention. C'est quand même une réunion qui a fait tilt et qui continue de faire tilt d'ailleurs. Et on apprend selon des informations que nous avons eues de sources dignes de foi, que la réunion se serait bien tenue, et que la nouveauté c'est quoi? C'est que au cours de cette réunion, des conversations auraient été enregistrées par Monsieur Mounir, d'après les informations que j'ai pu glaner ça et là, et que cet enregistrement aurait été remis à une certaine Kadia Toussila, KS, connue sous le nom de KS, qui se trouve être la fille de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, Almami Fodé Silla, qui, vous le savez, est décédée, et que c'est cette dame qui aurait remis l'enregistrement au président de la République. D'ailleurs, on apprend que souvent cette dame serait souvent utilisée comme une taupe par le président de la République pour avoir des informations. Parce que des structures qui en ont été victimes. J'ai parlé avec des responsables de structures qui ont été, qui se disent victimes de cette dame, que le président utiliserait souvent comme top pour avoir des renseignements dans les structures. Mais il a peur de quoi, le président? Mais il a, vous savez... Non mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Si tant est, suivez-moi, si tant est que ces informations sont vérifiées... On est dans un état policier. Oui, on est dans un état policier. Et ça, je peux vous le confirmer. Si tant est que ces informations sont confirmées, on se trouverait dans un cas de figure où s'entremêlent suspicion ou soupçon d'intrigue et volonté de rachat. Parce que une réunion qui, quand même si juridiquement ne pose pas de problème, qui prépare l'après-alpha, c'est une réunion qui peut prêter le flanc à pas mal d'interprétations, à pas mal de suspicions. Et ça peut même être interprété comme étant une réunion au relent subversif. Mais à côté de ça, ceux qui ont tenu cette réunion,
personne n'a intérêt aujourd'hui à subir la foudre du président. Oh. Mais c'est pas un dieu quand même. C'est pas un dieu. Mais c'est pas un dieu. Oh. C'est important de le savoir. Aujourd'hui, ceux qui ont tenu cette réunion ont rivalisé de démentis, se sont fendus en démentis formels pour empêcher de subir la foudre du président. On est dans un cas de figure où on peut s'exposer. Aujourd'hui, on a un président qui est réélu. Chacun a besoin de bénéficier de ses bonnes grâces. Et un président qui apprend que tel a participé à une réunion pour préparer son après-mandat, ça peut évidemment frustrer. Moi, j'ai l'impression finalement que la délation, c'est le sport le mieux pratiqué dans les hautes sphères en République de Guinée. Je comprends parfois l'aversion de Lamine Guirassy pour la politique. Mais vous savez, une leçon, à mon avis, que tout le monde devrait retenir de cette affaire, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes un homme d'affaires et averti, vous devez connaître vos limites vis-à-vis du monde politique. Ouais, c'est clair. Sinon, que vous le vouliez ou non, vous allez à un moment donné avoir des problèmes. Rappelez-vous cet homme d'affaires richissime du côté du Bénin et un peu partout. Et si vous avez fait attention, ce n'est pas par exemple la première fois qu'au KPC, son nom par exemple est collé en Guinée à une sorte d'intrigue contre la sûreté de l'État. Même si la plupart du temps, il ne sait même pas lui-même de quoi il s'agit. C'est malheureusement le cas. Lorsque vous êtes un richissime homme d'affaires et que vous fréquentez certains milieux, à un moment ou à un autre, ça pose problème. Baïdé Haribo, dont on a parlé, il me disait il y a quelques jours dans une interview que c'est vrai, il y a des raisons qui l'ont séparé du président de la République pendant longtemps, mais ce sont des raisons qu'il ne peut pas exposer sur la place publique. Ben écoutez, quelle que soit par exemple l'amitié du président pour une telle personnalité, croyez-moi, le président sera toujours sur ses gardes. Et apprendre que ces mêmes personnes se rassemblent quelque part, ben moi je comprends la frousse. Mais il y a un problème. Une ancienne ministre me racontait ici comment elle-même, elle a été victime de tels réseaux. Parce qu'en Guinée, c'est facile. À partir du moment où 2 informations, 3 de sources différentes arrivent au niveau du président de la République, il a tendance à croire l'information. Il y a des gens qui ont été débarqués dans ce pays, juste sur des questions comme ça, sans preuve tangible. À mon avis, il faudrait faire attention. Il faut faire attention. Je suis d'accord avec toi, Mohamed Mara. C'est que je vais te dire ce matin, mon cher ami. Même moi, j'ai été victime parce qu'on m'a envoyé une top du côté de la présidence. Ouais. Une fille qui voulait sortir avec moi, mais seulement que je l'ai détecté. Non, mais c'est connu. Pour moi, cette affaire, c'est de Navétane, c'est de la roupie des Sansonnets. Parce que je pense que le président, vous l'avez bien rappelé, Lamine, on ne peut pas comprendre qu'il se soit effarouché qu'une prétendue réunion se soit tenue, même si c'était pour parler de ce qui adviendra après sa sortie du pouvoir. Attendez, Djibril. Mais on ne peut pas comprendre, personne ne peut se l'expliquer, que le président puisse monter sous ses grands chevaux. Moi, je conçois mal même qu'il est... Attendez que je finisse quand même, souffrez de m'entendre. Je ne peux pas comprendre que le président ait même convoqué les intéressés pour un exercice de confrontation. Pour un exercice de confrontation, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on va s'en tenir. Nous, vous savez, on s'est beaucoup intéressé à ce dossier, mais on va s'en tenir à ce qui a été dit par les intéressés eux-mêmes. On a écouté KPC, on a écouté Mounir. Tous les deux, on dit que cette réunion ne s'est pas tenue. Jusqu'à information contraire, moi je m'en tiens à cela. Mais il y a quand même une réalité, c'est que il y a un coup de froid dans les relations du président et certains acteurs de cette prétendue réunion depuis que cette information circule. C'est le cas par exemple de Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. C'est clair, on ne le dit pas assez, mais il y a un coup de froid terrible dans les relations entre le président et son ministre secrétaire d'État à la présidence. Donc, est-ce que le président va vouloir se gendarmer chaque fois qu'il apprend qu'il y a une petite réunion, même des salons, pour parler de lui ou pour parler de son après? Je pense que cela relève du non-sens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, Djibril. C'est étonné que le président se soit effarouché à la suite d'une réunion. C'est mal le connaître. Parce que, non mais écoutez, à la suite de cette réunion, qui dans cette information... Pourquoi vous insistez à ce... Oui, mais non. Oui, on peut croire à la... rendu, c'est bon. Oui, voilà. Prétendue réunion. Bien. On peut croire à la bonne foi. Vous mais c'est étonné que
que cette fameuse Est-ce que vous avez écouté cette prétendue réunion. Est-ce que vous avez écouté l'enregistrement d'Ibril? Ouais, l'enregistrement dont vous de parlez. cette fameuse réunion. Non mais écoutez, voilà, non, moi mais j'ai dit, j'ai Comme vous parlé êtes avec lâché. une source. Les grandes gueules. J'ai parlé avec... Je comprends très bien. Oui, Vous écoutez. êtes un journaliste aguerri à Djibril, je n'ai pas de doute là-dessus, je n'ai aucun doute sur ton Ouais, intégrité. mais laissez-moi Mais finir mon je raisonnement. vais venir. Mais non, mais on est en train de. Oui, mais c'est important parce que vous avez posé une question qui me semble être très importante. Pourquoi le président s'effarouche tant à la suite d'une prétendue réunion? C'est important. On a un président qui est habité par une espèce de syndrome de Masada, par le syndrome de la citadelle. C'est un président qui en permanence pense qu'on est en train d'ourdir une sorte de complot contre lui. Donc, les grandes gueules. La moindre information qui va dans le sens d'une réunion qui préparerait l'après-mandat du professeur Alpha Condé, c'est une information qui peut le mettre sur ses gardes. Et on connaît le président, on sait qu'il est souvent... Ça n'a pas de sens, oui, mais voilà, merci beaucoup. Allez-y, Allez-y, Tamba Poclor, s'il te plaît. Écoutez, vous venez d'être... Allez-y. Non, vous dites que ça n'a pas de sens, c'est du non-sens. Moi, je ne verse pas dans cette façon de voir les choses. Écoutez, il y a une situation. Un président vient d'être élu. Il vient d'être installé dans ses fonctions. Et qu'on vous dise, vous, à la place de M. Alpha Condé, il y a des gens qui se réunissent dans votre dos, qui sont d'ailleurs de votre entourage immédiat, qui se réunissent dans votre dos pour préparer votre après. C'est tout à fait légitime. Hein? Mais voici ce qui se passe. Des questions légitimes qui peuvent être soulevées. Écoutez, s'il vous plaît, des questions légitimes qui peuvent être soulevées. Moi, à la place de M. Alpha Condé, ce serait comment cet après va-t-il advenir? Comment est-ce qu'on compte préparer mon après, justement? Est-ce que c'est en me dégageant, ce qui n'est pas exclu en politique? Ça, c'est une chose. Je trouve les préoccupations de M. Alpha Condé tout à fait légitimes. Et encore, je m'insurge contre ce côté basse-côtier. Il faut le dire, basse-côte, quoi, on n'en a pas besoin dans ce pays. Surtout quand on est KPC. On a besoin de réunir autour de nous des personnes d'origine différente pour penser notre État qui nous appartient à nous tous. Sortons de basse-côte. Restons guinéens. Bien. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On revient dans un instant évidemment avec vous, en dépit en tout cas du fait que le secteur de la culture pris dans sa globalité a été longtemps ravalé au second plan par les gouvernements successifs. Des hommes et des femmes de culture de notre pays dans divers domaines font du mieux qu'ils peuvent pour produire des ouvrages qui forcent l'admiration. C'est le cas de Mohamed Salif Keïta, papier plume parole. Il est écrivain, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. Vous allez la voir ce matin, il est notre invité. Crise autour du projet de mosquée à Touba. On y revient en dépit donc d'un semblant de calme plat. La tension cove toujours dans la cendre. Et quel est le climat qui prévaut sur place? Qu'en est-il de cette crise? Elhadj Ali Diaby et Elhadj Alassane Diaby, tous ressortissants chargés de communication de l'association Benkanto, voilà, de Calife de Touba. Vous allez la voir ce matin dans cette émission. Une pause du côté de la réclame et on revient dans 3 minutes. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. GG au 8037 si vous êtes abonné Orange à l'étranger. Le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons essayer de prendre vos messages en compte. Dans un instant, on va essayer de joindre Dr Ousmane Kaba, député président de la commission économie et finances donc à l'Assemblée nationale. On parle de la loi des finances, donc exercice 2016, adoptée donc dans 72 heures à l'Assemblée nationale. Les travaux de son examen a débuté sur le tard, faute donc de documents de budget déposés sur la table des députés, sont marqués par des discussions parfois à fleurer et moucheter entre nos parlementaires. Que peut-on retenir de caractéristiques de ce budget? Abakar, je sais que vous n'êtes pas un économiste, mais peut-être planter le décor. Oui, mais ce qu'il faut d'abord dire d'entrée, c'est que c'est une session de budget qui a lieu hors délai.
parce que en principe, la session elle s'ouvre en octobre, le 5 octobre, pour s'achever au plus tard le 31 décembre. Donc la Guinée devait se doter d'un budget pour le nouvel exercice, en tout cas au compte de l'année 2016, au 31 décembre. Cela n'a pas été fait. Vous connaissez tous les atermoiements, en tout cas dans les nominations au niveau du chef de l'État, dans la nomination des nouveaux gouvernements. Tout cela a conduit au fait que cette session des lois n'a commencé qu'en janvier. Vous savez aussi que les députés sont restés longtemps sans avoir sur leur table un projet de loi de finances. Est-ce que le gouvernement traînait toujours les pieds? Donc cela est arrivé. Les travaux d'examen du budget ont commencé. On va en savoir davantage sur les caractéristiques de ce budget. Ce qui est quand même attendu, c'est que des secteurs importants, des secteurs stratégiques et qui relèvent des secteurs prioritaires comme la défense, la sécurité, la justice et les secteurs de développement comme l'agriculture devraient se tailler une part importante dans ce budget. Et à mon avis aussi, les secteurs comme l'éducation et la santé, on aimerait savoir si ces secteurs ont retenu beaucoup plus l'attention dans ce nouveau budget que dans les précédents. Voilà. Nous avons en direct donc Dr Ousmane Kaba, député, président de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale. Les grandes gueules. Bonjour Dr Kaba. Oui, bonjour, Lamine. Bienvenue chez les GG. On s'intéresse à la loi de finances exercice 2016, Dr Kaba. Oui, on le disait, ce budget, normalement, il devrait être adopté le 16 janvier prochain. Dites-nous, qu'est-ce qui explique le fait que la Guinée n'ait pas pu se doter d'un budget au 31 décembre comme cela est prévu par la loi? Cela est prévu par la loi qu'il faut faire le budget au plus tard le 31 décembre. Mais c'est prévu aussi par la loi qu'en cas d'empêchement, ce qui arrive dans la vie de tous les pays, et que le budget soit vu en janvier. C'est ce que nous sommes dans ce cas-là. Le budget a été retardé pour deux raisons majeures pour simplifier. D'abord, l'élection présidentielle. Je crois que c'est important. Ça a retardé le budget. Et surtout aussi les négociations avec le Fonds monétaire international pour la facilité élargie de crédit. Vous savez, le Fonds monétaire, c'est la tête de pont de tous les bailleurs. Et donc, tant qu'on n'a pas fini ces discussions et se mettre d'accord sur la revue prochaine, il était très difficile de discuter le budget à l'Assemblée nationale. Voilà les deux raisons. Voilà. Donc, le retard, vous l'avez dit, hein, parce qu'il y avait le plan technique. Ouais. Le législateur a prévu cela dans la loi fondamentale du pays et dans la Constitution. Alors, quand c'est comme ça, le Parlement autorise l'État à prélever les impôts en janvier déjà et dans les premiers mois et autorise à faire des dépenses qu'on appelle le 12e provisoire. C'est juste un terme mécanique pour dire que, bon, les dépenses de l'année dernière, vous prenez le 12e par mois. Comme il y a 12 mois dans l'année. Voilà. Très simple. Bien. Alors, Dr Kaba, l'autre question qu'on s'est posée depuis le départ, hein, que peut-on retenir des caractéristiques de ce budget? Écoutez, c'est un budget difficile. Difficile d'abord en amont, parce que l'année 2015 a été une année de croissance zéro pour la Guinée, essentiellement due à Ebola. Alors, si nous créons moins de richesses que prévu, l'État aura moins de recettes que prévu. C'est mécanique, puisque la richesse créée, c'est l'assiette des recettes de l'État. Donc, nous avons eu des moins-values de recettes, 1600 milliards de moins-values, ce qui s'est traduit évidemment par des coupes sombres au niveau des dépenses. Alors, c'est un budget difficile parce que comme l'année s'est mal terminée, l'État est dans une situation financière difficile. Nous sommes en négociation avec le Fonds monétaire, donc il faut restaurer encore l'équilibre macroéconomique en 2016. Mais heureusement pour 2016, nous aurons Ebola derrière nous. Donc nous pensons qu'il y aura une reprise de 4%. En tout cas, c'est ça l'hypothèse de base dans ce budget. Une croissance de 4%.
au lieu de 0% en 2016. Donc c'est très bien, ça va un peu nous permettre de nous sortir petit à petit de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Voilà, Dr Ousmane Kaba en direct chez les GG à Ouais. Bakadalo. Sur le plan des agrégats de ce budget, dites-nous, Dr Ousmane Kaba, quels sont les secteurs qui portent ce budget que vous avez qualifié de budget difficile? Est-ce que les plus gros apports viennent du secteur des mines ou du secteur des télécommunications? Selon nos informations, le secteur des télécoms, par exemple, porterait le budget à hauteur de 47%. Serait quoi? Je m'excuse. Le secteur des télécoms qui contribuerait à hauteur d'environ 47% dans ce budget. Au niveau des recettes. Non, c'est exagéré. Mais disons que, pour vous dire que c'était un budget difficile, on a une augmentation des recettes, c'est vrai, d'une année sur l'autre, puisque les recettes vont de 12 200 milliards à 13 750. À peu près, pour simplifier, une augmentation de recettes de 1500 milliards. Par contre, les dépenses, elles ont baissé de 700 milliards. On passe de 15 200 à 14 500. Simplement, normalement, le volume des dépenses doit augmenter d'année en année. Mais quand vous avez des dépenses qui baissent de 700 milliards, c'est la preuve que c'est un budget difficile. Alors, pourquoi les dépenses baissent? Parce qu'il faut réduire le déficit. Je rappelle que pour 2015, nous avions un déficit sur la base des engagements hors dons de 9,68%. Simplifions, 10%. 10%. On veut réduire ce budget, ce déficit à 5%. Oui. Donc vous avez 5 points d'ajustement. C'est énorme sur une année. Oui, mais c'est vrai qu'il faut. Cet ajustement? Oui, c'est vrai qu'il faut réduire le déficit, mais en même temps, cela entraîne forcément une réduction drastique du volet investissement, dépenses. Absolument. Des dépenses, toutes les dépenses, pas seulement les dépenses d'investissement surtout. Non, pas seulement de l'investissement, de toutes les dépenses. Je rappelle qu'en termes d'investissement, nous sommes toujours aux alentours de 5 000 milliards. Donc, en fait, la réduction a plus porté sur le fonctionnement que sur l'investissement. Par contre, ce qui se passe, c'est que la Guinée a beaucoup plus investi que sa capacité financière ne lui permet. C'est pourquoi on entend beaucoup de cris du côté des investissements. Ouais, la Guinée, c'est un pays pauvre et brutalement, on veut faire toutes les routes, on veut faire tous les barrages, on veut faire tous les ponts. Ça, c'est le politique qui parle, hein? Ça correspond aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Ouais. Mais je rappelle à tout le monde que nous sommes un pays très pauvre. Allez, docteur, langue de bois. Il faut y aller doucement. Ah ben. Alors, honorable, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence, s'il te plaît, Tamba? Qu'est-ce que cela peut entraîner comme conséquence? D'avoir beaucoup d'investissements. Ben, ça entraîne la position difficile de l'État. Écoutez, c'est comme si vous êtes une personne physique. Vous voulez construire beaucoup de maisons en même temps. Ça a un impact sur votre consommation de tous les jours. Forcément. Donc, c'est ce qui fait qu'il est très difficile d'exécuter le budget guinéen à cause des problèmes de cash flow de l'État. Mohamed Bara. Donc, on est dans une situation difficile. Il va falloir, pour les prochaines années, être moins boulimique en termes d'investissement. Et surtout, chercher à faire financer la plupart des investissements sur des ressources extérieures. C'est cela. Voilà. Docteur Ousmane Kaba en direct chez les GG. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, docteur, au niveau des Finex, on nous fait comprendre que pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement de la part des bailleurs et que même le groupe Banque mondiale FMI, en réalité, exige que le budget soit voté au plus tard le 16 janvier pour apporter notamment une aide à la Guinée. Et qu'en est-il également de cette hausse de la TVA annoncée pour grimper jusqu'à 20% cette année? Bon, vous avez deux questions très différentes. La première question, que les bailleurs de fonds exigent que le budget passe à l'Assemblée nationale avant les décaissements, c'est tout à fait normal. On veut s'assurer simplement que les institutions marchent et que les procédures sont respectées.
Je rappelle encore une fois que les négociations avec le Fonds monétaire international sont des préalables au décaissement de pratiquement tous les autres bailleurs de fonds. C'est pour cela que c'est si important pour le budget guinéen. Et le gouvernement a réussi, de ce point de vue, à se mettre d'accord avec les institutions de Bretton Woods. Votre deuxième question, c'était encore quoi? Oui, les recettes, la TVA. Je conviens parce qu'on a, parmi les mesures fiscales, il y a un relèvement de la TVA de 18 à 20%, et surtout la TVA sur les farines. Et donc, l'huile, c'est juste les deux, hein, parce que j'ai entendu pas mal de choses qui ne sont pas correctes. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale. Vous savez, les députés sont très soucieux du niveau de vie de la population. Hein. Ce sont les porte-parole de la population. Normalement, donc, c'est nous votre avons rôle. eu des discussions avec le gouvernement sur cela. Ouais. Et le gouvernement nous a expliqué la nécessité de donner un signal aussi aux bailleurs de fonds qu'il y a la collecte des recettes intérieures. Mais je rappelle, pour tempérer quand même, qu'il y a beaucoup de minoteries en Guinée et qu'actuellement on n'importe pas de la farine pratiquement. Donc il faut faire attention. C'est aussi une mesure de protection de l'industrie qui existe en Guinée dans ces conditions. Deuxième élément, on parle de la TVA, hein, on ne parle pas du prix de vente. Parce que chaque fois qu'on dit on augmente de 2 points, il y a beaucoup qui pensent que les prix vont augmenter de 2 points. Pas du tout. Je rappelle que la TVA, c'est le prix total, mais moins toutes les consommations intermédiaires. Voilà. Donc, c'est sur une petite portion. On n'aura pas une augmentation proportionnelle des prix. Mais est-ce qu'on peut dire... Donc, l'impact sera modéré. Hein, bien. Mais est-ce qu'on peut dire, docteur, que face à un budget que vous-même vous qualifiez de difficile, l'État est comme tenté de faire plus d'impositions aux citoyens et finalement qui paye le lourd tribut donc, à ce budget difficile? De quel citoyen parle-t-on? Le citoyen lambda, le commerçant, le petit opérateur économique qui a son entreprise, finalement, qui risque de crouler sous le poids de nouvelles impositions pour faire face quand même à ce budget difficile. Non, vous allez trop vite en besoin. C'est pas une augmentation de 2 points sur la farine et l'huile qui va faire couler les opérateurs économiques guinéens. Oui, par exemple, la TCT, la taxe sur la télécommunication, il y a de nouvelles taxes qui seraient en vue. Tout ça, ça risque de retomber sur le rable du peuple. Voilà, on va revenir dans un instant, évidemment. Dr Ousmane Kaba nous attend au bout de fil, 10h. Mais aussi, on va essayer de voir Monsieur Mohamed Salif Keïta, écrivain, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages. On parle littérature ce matin. Et puis, ce conflit de côté de Touba, crise donc autour du projet de mosquée. Elhadj Ali Diaby et Elhadj Alassane Diaby donc, vont nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Une pause, et puis on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.